l'actualité politique de la grande région de Québec est bien remplie par les temps qui courent, autant d'ailleurs sur la scène municipale qu'en politique québécoise. C'est donc dire qu'on parle beaucoup politique, mais pas toujours de la manière dont les élus voudraient qu'on le fasse. En effet, il arrive, et c'est normal, que leurs actions et leurs projets soient critiqués, remis en question, voire tournés en dérision. Mais nos élus sont-ils déconnectés ou bien ce sont les attentes qui évoluent? Avec nous, pour réfléchir à tout ça, Philippe Dubois, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Laval. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va commencer par la scène municipale, puis on va aller sur la Rive-Sud, parce que l'administration de Gilles Lehouillier a récemment été critiquée par le vérificateur général de la ville de Lévis. Et dans son rapport, assez volumineux d'ailleurs, le VG dresse plusieurs constats préoccupants. On parle de quoi au juste? D'abord, juste pour remettre en contexte, qu'est-ce qu'un VG, un vérificateur général? C'est dans les villes de plus de 100 000 habitants, donc dans les 10 plus grandes villes au Québec, on a un fonctionnaire municipal qui relève directement du conseil municipal et non pas du maire, et qui a pour mandat de vérifier la conformité de ce que la ville fait avec les bonnes pratiques, avec les usages, avec les lois. Donc, c'est un peu le chien de garde des citoyens. Son rôle, c'est de lever le drapeau lorsqu'il voit un problème. Donc, évidemment, quand le VG parle, c'est pas pour applaudir, se taper dans les mains puis dire qu'on est bon. C'est intéressant à Lévis parce que le dernier rapport du vérificateur général est assez éloquent quant à une situation qui peut être préoccupante. Okay. Je vais citer le rapport. On nous parle, le vérificateur général nous parle d'une planification embryonnaire incomplète causant la confusion, les appréciations surévaluées de la réalité, l'interprétation erronée de certains indicateurs qui a pour effet de surévaluer la performance de la ville. Quand Donc, même. ce qu'il nous dit, c'est qu'à Lévis, on voit les choses peut-être un peu trop en rose. Okay. Et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de parler en politique du phénomène de cadrage. C'est-à-dire que souvent, les élus essaient de présenter les choses de la façon, évidemment, qui est la plus intéressante. Rares sont les élus qui vont nous dire qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs et peu de progrès. Dans le cas de Lévis, on voit des répercussions très concrètes de ce phénomène-là. Notamment, le vérificateur général nous dit, lorsque Lévis calcule son ratio d'endettement, bien, Lévis a trouvé une façon de le faire pour dire que la ville de Lévis est une des moins endettées au Évidemment. Québec. Problème, c'est que cet indicateur-là, seule la ville de Lévis l'utilise. Okay. Et donc, lorsqu'on utilise un calcul plus standard, par exemple l'endettement versus les revenus, par exemple, mais Lévis se trouve, selon le vérificateur, à être l'une des villes les plus endettées. C'est plus du tout la même chose, là. C'est vraiment deux poids, deux mesures. On compare un peu des pommes et des oranges. Et ça, ben, ça a des conséquences. Le vérificateur général nous dit qu'on a une fausse impression de contrôle. Et ça nous rappelle qu'au final, ben, personne n'est à l'abri de se créer des propres indicateurs, se créer une vision du monde qui est avantageuse, qui peut être pertinente lorsqu'on va attirer des résidents, des investissements. Mais au final, est-ce que c'est réellement la réalité? C'est autre chose. C'est autre chose. Et ça me fait penser, on peut même retourner sur la Rive-Nord, le gouvernement québécois, on le sait, ça a été bien médiatisé, a annoncé une nouvelle mouture du projet de troisième lien. On parle maintenant d'une version plus modeste, Bitube, un nouveau nom dans le vocabulaire, avec des coûts de réalisation qui sont moins importants, sauf que l'accueil n'a pas été chaleureux. De quelle nature sont les critiques envers ce projet-là? Bien, c'est un projet, on le sait, qui ne fait pas l'unanimité, même si, faut-il le rappeler, c'est une promesse électorale du gouvernement. Donc, le gouvernement n'est pas totalement dans le champ avec ce projet-là. Il l'avait présenté. Il y a un appui populaire, dit-on, assez important. Mais ça reste que qu'il vient le temps de justifier ce projet-là, encore dans ce cas-ci, c'est intéressant de constater que le gouvernement s'est inventé un indicateur, le fameux pont par million d'habitants, le PPM, pour montrer le besoin, dit-on, d'un nouveau lien interrive entre Lévis et Québec. Donc, c'est intéressant parce que, encore une fois, on utilise un indicateur qu'on a trouvé ou qu'on a inventé, sait-on jamais, pour nous dire, ben voici, à Montréal, il y a tant de ponts par million d'habitants. À Québec, il y a 2 ponts par tant de millions d'habitants, donc il y a un déficit, il faut combler le déficit. Bon, on oublie de dire que Montréal est une île.
Petit Même détail. dans le calcul de la population, il y avait un petit astérisque en bas qui disait finalement c'est pas 2 points quelques millions, c'est 4 points quelques millions dans l'agglomération. Et voilà. Donc, de là, l'importance, d'une part, de lire les petits caractères. Hein. Voilà. On dit souvent que le diable est dans les détails. Voilà. Mais aussi, lorsqu'on tente de cadrer les projets, lorsqu'on tente de justifier les projets, ben, parfois, il faut être un peu créatif. Mais parfois, lorsqu'on invente des choses ou lorsqu'on est un peu trop optimiste ou créatif, ben, on biaise un peu la réalité. Et dans ce cas-ci, c'est peut-être même la crédibilité du projet qui en prend un coup parce qu'évidemment, les opposants, eux, sont mobilisés par ce genre d'indicateurs-là qui sont un peu trop originaux. Et donc, hein, on comprend que dans le cas de la gestion financière de Lévis, ou encore en ce qui concerne donc, le projet de troisième lien, le cœur du problème, ça semble être, je dirais, un manque de données objectives. Est-ce qu'on sait si les attentes sont différentes, plus grandes envers les élus par rapport à cette notion de données objectives et comment les élus doivent jongler avec peut-être cette nouvelle réalité-là? Bien, il y a lieu de s'interroger, puis je pense qu'il y a 3 questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus exigeant qu'avant? Est-ce qu'on est plus critique aussi, parce qu'on connaît le cynisme, on connaît aussi le fait que les élus n'ont pas le plus beau rôle dans l'histoire? Et est-ce qu'on est plus conscient des défis qui nous attendent? Rapidement, lorsque je dis qu'on est plus exigeant, on vit dans un monde où vous et moi, on peut monitorer en temps réel notre consommation d'électricité, on peut monitorer nos placements boursiers. On a accès à une panoplie de données sur ce que l'on fait, quels sont nos besoins, quels sont nos intérêts, quels sont nos projets. Avant, lorsqu'un gouvernement annonçait une route, tout le monde applaudissait pour essayer de se coller le plus possible pour être dans la photo. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a plus de questions. Hein. On veut savoir c'est quoi les besoins réels, quel va être l'impact réel, et ça, ça crée à la fois des attentes, mais aussi une demande que les élus, les administrations publiques doivent combler. On est aussi peut-être un peu plus critique. Le cynisme en politique est quelque chose de bien documenté. Dans les palmarès des professions, on rappelle généralement que le politicien n'est pas très loin du vendeur de voitures usagées. Et du journaliste. Et du journaliste, malheureusement, alors que ces 3 personnes-là sont importantes au final. Et donc, le cynisme, évidemment, pour plusieurs, on est un peu plus critique, voire que le regard que l'on porte envers tout message politique peut partir avec 2 prises, comme on dit. Et donc, les élus doivent répondre à ça, doivent trouver des moyens d'aller nous chercher, même si on est peut-être pas très intéressés. Et finalement, on est aussi peut-être plus conscient de ce qui nous attend. Lorsqu'on parle, par exemple, de crise climatique, ça apporte des nouvelles attentes face aux projets qu'on nous présente. Et lorsqu'on nous présente un projet autoroutier et qu'on est dans une logique ou dans une perspective de crise climatique, ça apporte des questions nouvelles qu'on ne se posait pas nécessairement il y a 10, 15, 20, 30 ans. Donc, tout ça fait en sorte que les élus doivent peut-être en faire plus pour justifier leur projet. Et s'ils ne le font pas, il y a une panoplie de critiques qui se présentent à eux. Ce qu'il y a de fascinant dans tout ça, et on termine là-dessus, hein, c'est on invente des notions, des PPM, des choses comme ça, au lieu d'être profondément transparent. Et peut-être qu'en étant profondément transparent, l'adhésion à ce type de projet serait peut-être plus facile à obtenir. Et peut-être que la simplicité, c'est la clé, au fond. Voilà. Philippe Dubois, encore une fois, très éclairant. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.